Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube de Centre Sciences. Je suis en compagnie donc de Marie-Laure Surier de Centre Sciences, ma collègue, et de Patrick Deluca, qui était donc enseignant-chercheur à l'Université de Tours et qui va nous faire le plaisir de faire une conférence sur le petit robot Persévérance. Comme vous savez, les mardis de la science sont d'habitude organisés en présentiel dans chaque ville, et notamment à Tours, Salsangor. Et comme on ne peut pas, au vu des conditions sanitaires, proposer une conférence en présentiel, du coup, on maintient des conférences en ligne. Et celle-ci est donc proposée avec le Muséum de Tours et la Société astronomique de Touraine sur un sujet d'actualité qui est l'atterrissage en fait de ce robot sur Mars. Et donc Patrick Deluca va nous présenter cette mission et en quoi cette mission peut nous donner des informations sur une vie sur Mars. Pendant le direct de la conférence, vous avez la possibilité de poser vos questions par le chat qui est ouvert. Patrick Digoluca va bien sûr rester en ligne et répondre à toutes vos questions en même temps que la présentation sera faite. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de l'arrivée du robot Persévérance à la surface de Mars. Il va aller à la recherche de vie ancienne sur Mars. Alors, deux mots d'abord sur la recherche de la vie actuelle sur Mars. La vie actuelle existe peut-être, peut-être pas. Et pour la trouver, il faudra utiliser des moyens qui sont actuellement indisponibles. Alors, on se demandera évidemment des hommes ou alors des robots qui seront équipés d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce qu'une vie actuelle existe possiblement sur Mars? Eh bien, tout simplement parce qu'on a détecté du méthane à l'intérieur de l'atmosphère martienne. Ce méthane, il a été détecté depuis la Terre, mais il a également été détecté par Curiosity. Alors, ce sont des bouffées qui n'ont d'ailleurs pas été enregistrées par les sondes en orbite autour de Mars, en particulier la sonde européenne Mars Express, mais ce serait dû plutôt au fait que le méthane a une durée de vie à l'intérieur de l'atmosphère martienne qui n'est que de 300 ans environ. Et donc, si on en détecte, eh bien, c'est qu'il a été émis il y a peu de temps. Voilà pour la vie actuelle. Et nous allons maintenant plutôt passer à la vie ancienne. Alors, où rechercher une vie fossile? Eh bien, la NASA a choisi le cratère G0. Sur ce planisphère de Mars, on peut voir sa topographie, donc son relief. Les parties les plus hautes sont en rouge et blanc, et puis les parties les plus basses sont en vert et bleu. Vous pouvez voir au bout de la flèche orange l'endroit où va se poser le rover Persévérance. Alors, je dis rover, ce qui peut se traduire en français par astromobile, mais astromobile ne me plaît pas tellement et je pense que c'est un terme qui n'aurait pas beaucoup de succès en science-fiction d'ailleurs. Donc, je continuerai de dire rover, c'est-à-dire un engin à roulettes qui va se déplacer à la surface de Mars. Alors, deux mots quand même sur la topographie martienne. Vous avez à gauche une partie rouge qui est le dôme de Tarsis, qui est ponctué de taches blanches qui sont des volcans. Le plus à gauche, donc le plus à l'ouest, c'est le volcan Olympus Mons. Vous en avez trois autres qui sont alignés, très probablement le long d'une faille. Et puis, vous avez également la grande vallée, ou plutôt le grand canyon, qui porte le nom de Valles Marineris. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est que dans la partie sud, il y a beaucoup de cratères, et dans la partie nord, au-dessus, donc, il y a beaucoup moins de cratères. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne vais pas détailler, mais la partie sud est la partie la plus ancienne, et la partie nord est la partie la plus récente de la surface de Mars. On peut voir également dans la partie sud deux trous, qui sont en fait des cratères d'impact. Les astéroïdes se sont écrasés à la surface de Mars et ont creusé ces trous. Il y en a un également très près de la flèche orange, qui est un peu plus petit,
et qui porte le nom de plaine d'Isidis. Eh bien, c'est au bord de cette plaine d'Isidis que se posera Persévérance. Sur cette diapo, nous pouvons voir la plaine d'Isidis et puis l'emplacement du cratère G0. Vous voyez qu'il est en bordure de cet ancien cratère d'impact. Alors maintenant, nous avons une vue rapprochée du cratère G0, ça n'est plus la plaine d'Isidis, hein, et nous avons un rond à l'intérieur duquel nous avons l'endroit où va se poser le rover Persévérance. Alors, je vous ferai noter qu'il y a dans le secteur de ce rond une rivière qui arrive et qui se jette dans le cratère. Et d'autre part, sur la droite, donc à l'est, vous avez une sortie qui correspond à la vallée d'une rivière qui va donc se déplacer et méandrer pour aller se jeter dans la plaine d'Isidis. Alors, si on fait un zoom sur la zone où va se poser exactement le rover, enfin, tout au moins nous l'espérons, eh bien, on remarque un delta. Alors, sur la partie gauche, on reconnaît la vallée qui forme un méandre et qui se jette dans le cratère. Et on peut voir qu'il y a des sables, d'abord, qui apparaissent en bleu et violacé, de l'olivine, qui est un minéral assez présent dans les roches volcaniques, et puis des argiles. Alors, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les argiles que l'on voit ici en vert. Et ces argiles, elles sont intéressantes parce qu'elles résultent de l'altération par de l'eau des roches volcaniques. Alors, on voit que tous ces sédiments qui sont crachés par la rivière dans le cratère, eh bien, forment un delta, exactement comme les rivières terrestres forment des deltas dans les lacs ou dans la mer. Alors, pour quand est prévue l'arrivée de Persévérance? Eh bien, c'est le 18 février 2021, c'est donc très bientôt, dans 9 jours, que se posera la sonde. On voit sur cette diapo l'ellipse dans laquelle doit se poser l'engin. En fait, c'est la zone d'atterrissage qui fait 8 km environ sur 7, ce qui est évidemment une précision assez remarquable quand on sait que la Terre et Mars sont séparés à cette époque par des millions de kilomètres. Alors là, nous sommes dans l'espace, à proximité de Mars, en février, donc, le 18, et nous allons voir arriver la sonde Persévérance, qui est équipée de son étage de croisière. Alors la voici qui grossit. Elle va larguer son étage de croisière qui lui a permis de naviguer entre la Terre et Mars, et elle va aborder ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur pour les techniciens, tout au moins. Voilà, elle aborde les hautes couches de l'atmosphère martienne. Vous noterez qu'elle émet des petits jets. C'est une sonde qui est pilotée. Elle peut plus ou moins planer pour se freiner ou pour au contraire glisser et se rapprocher de son but. Puis elle va larguer son bouclier thermique. Là, elle va arrêter sa rotation. Voilà, elle ouvre son parachute, c'est un parachute supersonique qui fait drastiquement chuter sa vitesse. Et elle va larguer son bouclier thermique. Voici. Le bouclier thermique descend, va s'écraser un peu plus loin, et son bouclier supérieur se détache avec le parachute, et on a une grue volante qui allume ses moteurs fusées et qui va descendre au bout de câbles le rover. Alors ces moteurs fusées agissent pendant toute la durée du vol propulsé pour freiner la sonde
qu'elle dépose délicatement. On coupe les câbles automatiquement. La grue volante, le Skytrain, va s'écraser un petit peu plus loin. Et Persévérance peut commencer sa mission qui consistera donc à explorer le delta du cratère G0. Alors on voit dans le lointain les reliefs formés par les sédiments accumulés dans le cratère et ira examiner la sonde Persévérance. Alors comment rechercher des traces de vie ancienne à la surface de Mars? Eh bien entendu, en utilisant un certain nombre d'instruments. Alors, nous allons voir très rapidement de quoi sont composés ces instruments. Alors, sur cette image, on voit le rover avec donc un mât qui est surmonté de deux principaux instruments, Mastcam Z, qui est composé de deux caméras qui permettent d'une part de déterminer des distances, c'est une vision stéréoscopique, et puis Supercam, qui est un engin très sophistiqué, construit par le Centre national d'études spatiales en France, et qui est équipé d'un laser qui peut agir jusqu'à 7 mètres. Un tir laser va permettre de vaporiser des roches et grâce à un spectromètre, on va utiliser ce spectromètre pour déterminer la nature des gaz et donc déterminer éventuellement la présence de molécules organiques. Et puis ensuite, on a MEDA. MEDA, c'est une petite station météorologique qui va non seulement enregistrer la température et la pression, mais également la taille des particules de poussière. Alors, c'est le moment aussi de dire que ce genre de rover, donc comme Curiosity qui s'est posé en 2012 et qui continue d'ailleurs toujours de fonctionner très correctement, eh bien, il n'est pas soumis aux mêmes vicissitudes que ses compatriotes Spirit et Opportunity, par exemple, qui sont, on peut dire, morts d'avoir été recouverts par de la poussière qui empêchait donc ces panneaux solaires de leur fournir l'électricité. Dans la partie arrière, c'est-à-dire à gauche, eh bien, il y a un générateur isotopique qui fournit cette énergie électrique et qui permet en particulier de chauffer la sonde, en particulier la nuit, car il fait vraiment très froid. La nuit, ça descend assez fréquemment jusqu'à moins 100 degrés. Alors, pour parler de météo, eh bien, on peut dire quand même que dans la journée, à midi, au soleil, et en été, ça peut monter jusqu'à 25-27 degrés positifs. Alors ensuite, à droite, au bout d'un bras articulé, eh bien, on a deux instruments qui sont Sherlock. Sherlock, qui est un spectromètre ultraviolet, qui est adjoint à une caméra qui s'appelle Watson. Et puis Pixel. Pixel, c'est un spectromètre à rayons X qui permettra lui aussi de déterminer éventuellement la présence de molécules organiques. Alors je ne détaille pas parce que le temps est limité, mais vous pouvez aller sur Internet pour aller voir ce que sont capables de faire ces différents instruments. Alors Moxie qui est rangé sur la partie droite du rover, eh bien c'est un dispositif qui est censé produire de l'oxygène à partir du gaz carbonique martien. Le 95% de l'atmosphère martienne est composé de gaz carbonique et c'est un dispositif qui est expérimental. Et puis on a RIMFAX. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un radar à pénétration du sol et qui va sonder le sol jusqu'à une certaine profondeur, quelques mètres, de façon à voir éventuellement s'il y a la présence d'eau ou d'une sorte de boue liquide. Alors, une des missions importantes de Persévérance, c'est de larguer des carottes qui ont été forés à l'intérieur des roches martiennes. Alors, vous voyez ici ces petits cubes qui sont largués un peu au hasard, en réalité, et très proches les uns des autres. En réalité,
les points de forage seront éloignés les uns des autres. Alors, il y a deux options, soit Persévérance les laissera sur place, soit elle les mettra à l'intérieur de façon à les stocker. Des années plus tard, une mission de la NASA et de l'ESA, donc européenne, va poser un engin qui libérera un petit rover, vous le voyez à gauche, qui ira rechercher les carottes laissées par Persévérance et les ramènera à cet étage de descente pour les mettre, grâce à un bras articulé, à l'intérieur d'une mini-fusée qui les renverra en orbite autour de Mars, où un engin les récupérera avant plutôt de les rapporter sur Terre. En plus de cela, Persévérance sera équipée d'un hélicoptère qui pèse très peu, de l'ordre d'1 kilo, et qui est expérimental, un peu comme l'Oxy, et qui va permettre, alors qu'il sera télécommandé par Persévérance, va permettre d'aller prendre des images aériennes. Alors évidemment, on n'attend pas beaucoup du point de vue scientifique, quoique on ne sait jamais. Cet engin pourrait peut-être révéler des choses vues d'en haut qu'on ne verrait pas autrement. Alors que nous ont appris les sondes précédentes? Eh bien, tout d'abord, qu'il existait autrefois de l'eau à l'état liquide à la surface de Mars. Alors vous voyez ce réseau hydrographique qui est ramifié et qui se jette un peu au sud dans une plaine plus basse. Et en fait, deux bassins versants, un qui est à gauche, qui est assez étendu, et l'autre un peu plus petit sur la droite. Et ces réseaux hydrographiques sont très probablement dus à des précipitations, soit de la pluie, soit de la neige qui a ensuite fondu. Ces cours d'eau se jettent dans des cratères qui abritent des lacs, très souvent, comme dans le cratère Eberswald. Et on peut voir à gauche donc un magnifique delta, comme celui que va explorer Persévérance. Et on a grossi une partie de ce delta dans l'image de droite, marquée A, et on peut voir un méandre. Et ce méandre, on voit qu'il a migré progressivement. Alors, il apparaît en relief, évidemment, parce que c'est un relief inversé. Les parties dans lesquelles coulait la rivière étaient probablement beaucoup plus meubles, et les sédiments qui ont été déposés ont été indurés et vont donc, au bout d'un certain temps, après l'érosion, se retrouver en relief. C'est un relief inversé, mais normalement, les alluvions sont dans un creux, alors que là, elles sont en relief. Alors, malgré tout, on voit très très bien les barres de migration, et ceci, ça prend un certain temps. Ça prend des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années pour se produire. Alors, une image un peu plus rapprochée, ce sont des alluvions qui ont été photographiées par le rover Curiosity et qui montrent, alors là vous avez une échelle en bas à droite qui représente 1 centimètre, vous voyez qu'il y a à l'intérieur de ces roches eh bien, des blocs qui sont fusés, qui ont été roulés par l'eau et qui sont de couleurs différentes, donc de nature différente. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait voir, par exemple, sur les bords d'un fleuve comme la Loire ou un autre fleuve. Et donc, on a la preuve que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars. Alors, de l'eau, il en existe probablement encore aujourd'hui en profondeur. On voit ici, sur l'image de gauche, on voit une calotte polaire, c'est la calotte polaire sud, et on a la zone étudiée qui est représentée au milieu, et les parties bleues, eh bien, ça représenterait un lac souterrain. Ce sont des images qui ont été obtenues par un radar qui était embarqué dans la sonde Mars Express, la sonde européenne. Et sur l'image de droite, eh bien, on voit la coupe qui a été faite grâce à ce radar et qui montre des zones un peu plus bleues. Enfin, en fait, elles apparaissent blanches, mais elles ont été soulignées en bleu, qui pourraient être des zones où existe de l'eau liquide ou une boue éventuellement liquide qui pourrait éventuellement abriter une vie actuelle.
Alors, ce que l'on sait donc, c'est qu'aujourd'hui, Mars est froide et aride et sèche, alors que dans le passé, il y a 3,5, donc 3 milliards et demi d'années. Alors, GA, c'est milliard, hein, ça c'est beaucoup plus court de l'écrire comme ça. Ça veut dire giga-an. Hein, giga-an, ça veut dire milliard d'années. Donc, il y a 3 milliards et demi d'années, eh bien, Mars était chaude et probablement humide. Si Mars était humide, donc c'est qu'il y avait de l'eau liquide. Et cette eau liquide, donc, elle coulait dans des rivières. Et lorsque ces rivières arrivaient dans un lac, comme le cratère, celui du cratère G0 qui est représenté ici, eh bien, elle remplissait ce lac. Évidemment, puisque l'eau continue d'arriver, à un moment donné, il va bien falloir qu'elle s'en aille. Et on a un exutoire qui se trouve ici à droite. Je vous le montrais tout à l'heure sur le cratère G0 tout au début. Ça, c'est une image qui représente l'emplacement du cratère G0 où arrive le delta, où se forme le delta. Hein, vous avez la rivière qui méandre, qui est dans le fond, et on devine plutôt ce delta qui est sous la piste, qui est sous l'eau du lac. Quelle trace de vie recherchée? Quelle trace de vie fossile? Il semble logique de chercher des organismes qui sont voisins de ceux qui peuplaient la Terre il y a 3 milliards et demi d'années. Bon, c'est-à-dire des êtres unicellulaires, formés d'une seule cellule. À cette époque, sur Terre se développait, à partir de l'activité de bactéries, plus exactement de voiles formés de bactéries, quelque chose qu'on nomme les stromatolites. Stromato, enfin, ça vient de tapis, hein, et lite la pierre. Bon. Sur cette image, on voit les premiers êtres unicellulaires qui sont des cyanobactéries, c'est-à-dire des bactéries photosynthétiques, c'est-à-dire qui produisent de l'oxygène. Alors à cette époque, son atmosphère était formée principalement de gaz carbonique, hein, comme l'est aujourd'hui Mars. Elle produisait de l'oxygène qui était un poison. Alors, on va s'intéresser à l'image qui est en bas à droite, qui est un peu compliquée, mais surtout, on va remarquer qu'il y a à l'intérieur de l'ADN, donc de l'acide désoxyribonucléique, sur laquelle est basée toute la vie terrestre. Que ce soit une bactérie, que ce soit un éléphant, que ce soit nous-mêmes, eh bien, nous sommes basés sur l'ADN qui va enregistrer notre code génétique. Alors, cette cellule, elle est formée de plein de choses. Il y a une capsule qui l'entoure et surtout du mucus, il y a une gaine de mucus et elle est entourée d'une couche complètement visqueuse. Sur l'image en haut à droite, on voit que ces cellules, elles vont former des filaments. Alors, ce sont des cyanobactéries actuelles, bien entendu, hein, des filaments en s'accolant les unes aux autres. Et ce sont ces filaments qui vont former les tapis. Alors, revenons à l'image de gauche qui représente le développement d'un stromatolite. Alors, bien entendu, je ne dis pas qu'on va trouver sur Mars des stromatolites. Hein. Je dis qu'il faut s'attendre à en trouver. En effet, les stromatolites, eh bien, ils sont constitués aujourd'hui, quand ils sont fossiles, de carbonate de calcium, c'est-à-dire qu'ils sont calcaires. Voyons comment ils se forment. On a un nucléus, c'est-à-dire une pierre, sur laquelle va se développer donc le tapis algaire, enfin le tapis bactérien. C'est pareil, il y a des algues qui font la même chose. Donc ce tapis algaire va couvrir ce caillou, et puis au bout d'un moment, il va mourir, et puis on va avoir par-dessus un nouveau tapis algaire qui va se former. Mais avant que ce nouveau tapis algaire se forme, eh bien, on va remarquer que un certain nombre de débris ont été accumulés, hein, des débris fins, de la boue, des sédiments très très fins, mais également que les bactéries ont formé du carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire. Alors bien sûr, sur Mars, on n'a pas beaucoup trouvé de carbonate de calcium, malheureusement, je dirais, mais peut-être qu'il est recouvert par quelque chose et que sur le delta de G0, eh bien, Persévérance en trouvera. Peut-être, c'est tout à fait possible, mais
c'est également peu probable. Bon. Alors, ceci dit, pour revenir à la figure de gauche, les tapis algaires se succèdent jusqu'à un tapis actuel, et vous voyez que le stromatolite, c'est quelque chose qui a une forme globalement de champignon ou de chou. On dit chou-fleur, mais le chou-fleur n'a pas la même structure. Le chou, à part ses feuilles, ressemble plus à cette structure. Voici des stromatolites fossiles qui ont été découverts en Australie. Et c'est en fait une coupe de ces stromatolites par une surface plane, horizontale. Et vous voyez que ces couches concentriques eh bien, sont disposées un petit peu comme dans une cible. Hein. On voit ces différentes générations de tapis algaires qui ont été recoupées par la surface. Si on regarde maintenant en coupe, eh bien, on reconnaît un schéma qui rappelle énormément le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de croissance d'un stromatolite. Là aussi, ce sont des stromatolites australiens. Et entre ces deux stromatolites, hein, celui de gauche et celui de droite, eh bien, on voit des choses un peu grisâtres qui sont en réalité des éponges. Il y a 3,5 milliards d'années, donc, Mars et la Terre partageaient des conditions climatiques qui étaient comparables. Et selon certains auteurs, elles étaient même plus clémentes sur Mars. Si la vie est apparue sur Mars à la même époque que sur la Terre, bien sûr, il est possible qu'elle ait pu migrer sur Terre à la suite de grands impacts. On a trouvé en effet sur Terre des météorites qui viennent de Mars de façon absolument certaine. Bien entendu, si des stromatolites ou d'autres choses se sont formées sur Mars à cette époque, il est possible que ces bactéries aient migré avec ces météoroïdes et aient atteint la surface de la Terre. Si c'est le cas, il se pourrait que nous soyons des Martiens. Alors sur Terre, bien entendu, après ces êtres unicellulaires, l'évolution a continué. Et si on arrive à environ 2 milliards d'années, on se rend compte que les premiers êtres pluricellulaires sont apparus. C'est ce qu'a découvert Abderrazak El-Albani de l'Université de Poitiers, qui a montré que ces organismes étaient effectivement pluricellulaires, qu'ils se déplaçaient, qu'ils faisaient à l'intérieur des sédiments, qu'ils faisaient des terriers. Il est fort probable qu'une telle évolution martienne n'ait jamais eu lieu pour aboutir à ces êtres multicellulaires. Il y a environ 2 milliards d'années, eh bien, la planète avait perdu pratiquement toute son atmosphère. Aujourd'hui, la pression atmosphérique à la surface de Mars est très très faible et ne permet pas, en particulier, à l'eau liquide d'exister. Humain ou robot? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut continuer la recherche de vie ancienne sur Mars avec des robots ou avec des humains? Alors, les uns et les autres ont des avantages. Voyons d'abord les robots. Eux ne souffrent pas de radiation. C'est un gros avantage parce que les radiations ultraviolettes ou autres eh bien, sont très dangereuses pour l'homme. Ils ne sont pas non plus gênés par l'absence d'oxygène puisqu'ils ne respirent pas. Et ils embarquent plusieurs instruments d'analyse, comme on l'a vu avec Persévérance, et qui permettent d'analyser la nature des molécules qui sont présentes à sa surface. Et d'autre part, il reste très longtemps à la surface de Mars, le record étant détenu à l'heure actuelle par le rover Opportunity qui est resté 15 ans actif à la surface de la planète. Alors, les avantages des humains eh bien, sont assez nombreux par rapport aux robots. Ils ont une excellente capacité de franchissement, hein, c'est-à-dire que devant un obstacle, l'humain va très rapidement le franchir. Bien entendu, dans un premier temps, on ne va pas faire d'escalade sur Mars, mais on peut facilement faire des grands pas et en faisant attention à sa combinaison pour ne pas la déchirer, eh bien, on va pouvoir franchir une dune, par exemple, sans danger, on va pouvoir enjamber une roche, ce que ne peut pas faire le moindre robot. L'homme se déplace rapidement et il apprécie facilement les distances. Il a 2 yeux qui lui permettent
de voir en stéréoscopie. Et d'autre part, contrairement au robot, il voit en permanence. Le robot, lui, prend des images. Il a une bonne vision en 3 dimensions. Bon, les robots l'ont également, mais ils ne peuvent pas manipuler les roches. C'est ce que peut faire l'humain. Ils appréhendent mieux le contexte et les détails des affleurements. Et ça, c'est très difficile pour un robot qui, lui, ne regarde que dans une direction, même s'il a différentes caméras. Il n'a pas une vision globale, alors que l'homme, lui, a cette vision globale. Et dès qu'il a vu un petit détail qui l'intéresse, eh bien, il se rapproche et il peut saisir les roches, les regarder avec une loupe. Donc, il est beaucoup plus efficient que les robots. Et surtout, l'homme est muni de marteaux. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'un marteau est une grande supériorité par rapport au robot? Ben, tout simplement parce qu'avec un marteau, on peut casser les roches. Et si on casse les roches, on voit l'intérieur. Et si une vie s'est développée dans les roches, bien entendu, les traces de son déplacement éventuel pourront se voir. Dans le cas des stromatolites, eh bien, on pourra voir leur plus d'accroissement. Donc, il a tout intérêt à disposer d'un marteau. Et pour un robot, il est très difficile, étant donné l'énergie que ça demande, il est très difficile d'utiliser les marteaux. D'ailleurs, aucun robot n'a jamais eu de marteau à la surface de la Mars. D'autre part, l'homme formule des hypothèses, je veux dire des hypothèses de travail sur le terrain, et il peut les vérifier sur place. Je ne parle pas d'hypothèses très importantes, hein, mais on peut par exemple voir une couche, se demander si elle se poursuit et puis faire quelques pas pour aller voir un peu plus loin si elle continue, ou faire demi-tour, revenir en arrière, ce que les robots font difficilement, étant donné qu'il faut progresser et rentabiliser la mission. Et surtout, les humains s'adaptent aux situations et travaillent très vite par rapport aux robots. Et ça, c'est une supériorité qui est très importante. On peut dire que là où un robot met 1 an à explorer une région, un homme mettrait, disons, quelques jours à 1 semaine. Alors, bien entendu, il ne dispose pas sur lui de tous les instruments, mais il peut les ramener à une base ou ramener les échantillons sur Terre. Alors, bien entendu, je ne milite pas spécialement pour l'arrivée de l'homme sur Mars, étant donné les dangers d'une part que cela comporte, et étant donné le coût de ces missions. Mais, malgré tout, je pense que pour trouver de la vie sur Mars, à moins que nous ayons beaucoup de chance, il est préférable d'y envoyer des hommes à terme. Alors, en conclusion, le principal avantage de Persévérance, eh bien, c'est qu'il laissera des carottes tout au long de son chemin, ou alors les emportera avec lui. Ces analyses de carottes seront faites dans des laboratoires sur Terre. Ils sont très très bien équipés, beaucoup mieux que les sondes elles-mêmes, à condition bien sûr que la mission de Persévérance et celle du retour d'échantillons martiens, qu'on appelle Mars Sample Return, soient des succès. Malheureusement, je pense que nos chances de trouver sur Mars une éventuelle vie fossile avec les robots sont plutôt minces. Alors, est-ce que cette vie ressemblera à la vie terrestre, c'est-à-dire une vie basée sur l'ARN ou sur l'ADN? Nous n'en savons rien, bien entendu. Nous ne savons d'ailleurs pas si elle existe. Est-ce que nous saurons l'identifier? Ça n'est pas sûr, surtout si elle est basée sur quelque chose d'autre que les molécules que nous connaissons. Saurons-nous l'identifier? Ça n'est pas sûr. Il est possible que les molécules utilisées par la vie martienne, si elle existe, soient complètement différentes de celles qu'elle utilise sur notre planète. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il n'y a pas d'érosion sur Mars? Alors, il y a effectivement une érosion sur Mars, et puis il y a surtout, et ça, j'en ai pas parlé, donc le temps est limité, hein, mais il y a une poussière qui recouvre pratiquement tout sur Mars, et il y a un vent qui transporte cette poussière, et cette poussière, quand elle est transportée par le vent, elle est très abrasive, et c'est elle qui use des roches. Il y a d'ailleurs des moments où l'on voit, enfin des endroits, pardon, où l'on voit les roches altérées
par ce vent. Et ça fait un petit peu, si vous voulez, comme si on soufflait sur de la neige. Vous savez, quand parfois il y a du vent sur de la neige, vous avez des sortes de lames qui se forment et il y a des choses comme ça sur Mars. Et c'est une des choses qui font que, à mon avis, il y a peu de chances qu'on trouve des formes de vie du type stromatolite parce que ça sera recouvert par la poussière, ça sera érodé. Ou alors, si on les voit en coupe, c'est-à-dire suivant un plan vertical, là, il y a peut-être quelques chances, mais là aussi, les surfaces, elles seront érodées. Et, voilà, il faudrait un marteau pour les casser, pour bien voir une cassure fraîche, comme disent les géologues. Une cassure fraîche, ça permet de voir les choses en détail. Une surface qui est érodée, ça ne permet pas de voir les choses très 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 bien. C'est le labo qui va analyser, en fait, qui fait toutes les analyses. Ah, il y a des tas de labos dans le monde. Hein. En particulier, je pense qu'à Orléans, Frances Vestal aura des échantillons. Hein. Est-ce qu'on peut savoir à peu près quel est l'âge des roches actuelles sur Mars que vous allez sélectionner? Alors, l'âge des roches, ça peut s'obtenir d'une façon qui est tout simplement de mesurer l'âge des roches qui nous viennent sur Terre, hein, c'est-à-dire les météorites martiennes. Donc, on en a mesuré qui ont, disons, des âges très très grands, plusieurs milliards d'années. Et puis, il y en a quelques-unes qui ont des âges beaucoup plus récents. Et ces âges plus récents, ça donne environ 175 millions d'années. Et ça, c'est tout jeune, ça. Hein, 175 millions d'années, bah, c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on va trouver, par exemple, dans le cratère G0, hein, où c'est beaucoup plus ancien. Alors, bon, bien sûr, dans les roches de 175 millions d'années, il y a peu de chances de trouver des fossiles. Hein, parce que la vie n'existait de toute façon plus, même si elle est apparue il y a 3 milliards et demi d'années. Que vous pouvez me dire à quelle période à peu près l'atmosphère de Mars s'est désolidarisée comment dire, de l'atmosphère assimilée à celle de la Terre? Disons qu'au tout début de son histoire, Mars avait une atmosphère très dense, enfin, disons beaucoup plus dense qu'elle ne l'est aujourd'hui, hein, ce qui fait que la pression était plus forte et l'eau liquide pouvait exister. D'ailleurs, la glace, l'eau et la vapeur, comme sur Terre aujourd'hui. Et puis, disons que vers 3 milliards d'années à peu près, eh bien, cette atmosphère, elle s'est progressivement échappée, hein, et de la planète et la pression n'a cessé de diminuer. Alors, il y a eu de temps en temps, évidemment, très probablement des moments où elle s'est reconstituée, enfin au moins provisoirement, du fait des éruptions volcaniques qui crachent principalement de l'eau, mais aussi du gaz carbonique, aussi du SO2, etc. Mais cette atmosphère, elle s'est très rapidement échappée à nouveau et on a aujourd'hui une planète qui est complètement froide et sèche, avec une pression qui est de 6 degrés Pascal. C'est donc trop peu pour permettre l'existence de liquide. Ce qui fait que si on calcule bien, ça fait à peu près un demi-milliard d'années d'existence probable de la vie sur Mars, c'est ça? Il y a eu relativement peu de temps. Quand je dis relativement, c'est relativement à l'histoire de la Terre. Voilà. C'est certain que même si la vie est apparue, elle n'a pas eu le temps d'évoluer suffisamment. Par contre, si elle existe, c'est une vie bactérienne. Et finalement, c'est pas très différent de ce qui se passe sur Terre parce qu'il y a beaucoup plus de bactéries sur Terre qu'il y a d'espèces supérieures comme des girafes, des humains ou des pangolins, par exemple. La vie, elle est surtout représentée par des bactéries. Et quand on voit ces bactéries qui sont capables de vivre dans des conditions extrêmes sur Terre, est-ce qu'on ne peut pas potentiellement émettre l'hypothèse qu'il pourrait y avoir, dans les conditions actuelles de Mars,
l'existence de bactéries similaires à celles extrêmes présentes sur Terre. Alors oui, effectivement, il y a des bactéries qui vivent dans des milieux très radioactifs. Il y en a qui vivent par exemple, en Éthiopie, qui vivent dans des eaux très acides, avec des pH incroyables. Et donc, c'est tout à fait possible que de la vie existe à la surface de Mars, mais pas en surface, très probablement en profondeur. Et les lacs qui ont été, enfin les lacs, on suppose que ce sont des lacs. Hein. Est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est de la boue? Enfin, même si c'était de la boue, ça permettrait éventuellement à des bactéries de vivre. Hein. C'est là qu'on pourrait trouver une vie actuelle. Par contre, c'est en profondeur. Hein. C'est à au moins 1,5 km de profondeur que se trouvent ces lacs. Donc, on ne la verra pas avec persévérance. Merci Patrick Deluca pour cette excellente conférence. Et du coup, je vais laisser la parole à Marie-Laure Turier pour annoncer également un autre événement en rapport avec le robot Persévérance. Oui, alors en collaboration avec le Pôle des Étoiles et le Muséum d'Histoire naturelle de Bourges, nous complétons cette conférence le jour de l'atterrissage de Persévérance. On est sûr de la voir ce jour-là atterrir à 18h, donc sur le même canal que cette conférence sur la chaîne YouTube de Centre Science. Et bien sûr, on abordera avec Frances Vestal et Frédéric Fouché du CBM du CNRS d'Orléans le direct du CNES de 21h30, donc le 18 pour l'atterrissage en direct de la sonde sur Mars.